Elle n'était pas censée se trouver sur la ligne de tir. Elle s'était portée volontaire pour une courte rotation dans l'Arctique afin de faire une surprise à son mari pour leur 8e anniversaire de mariage. Un sac de farine dans son sac marin, une bague en argent dans sa poche, juste une infirmière débutante en visite dans une base gelée en Alaska. Puis la première explosion a frappé le périmètre nord. Des opérateurs étrangers ont coordonné l'opération avec professionnalisme. En quelques minutes, la tour radar était détruite. Les communications étaient brouillées et son mari a reçu une balle de sniper dans la jambe. Du sang dans la neige, des cris à la radio. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'être une simple infirmière. Elle l'a confié au médecin, s'est dirigée vers l'armurerie et a pris le fusil de sniper comme si elle n'avait jamais posé un tel engin. 40 minutes plus tard, 7 opérateurs ennemis étaient morts. Et lorsque l'équipe de renfort des Navy SEALs a atterri, ce ne sont pas les cadavres qui les ont figés sur place. C'est elle qui les a figés, car ils ne l'appelaient pas infirmière. Ils l'ont appelée Iron Medic, et son mari n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Avant de commencer, indiquez d'où vous nous regardez et abonnez-vous si vous aimez les histoires médicales et militaires, car ce qui s'est passé dans cette base gelée d'Alaska n'était pas le fruit du hasard. C'était quelque chose qu'elle avait enfoui il y a 10 ans. Elle s'était portée volontaire pour la rotation 2 semaines plus tôt, une demande de personnel de routine provenant d'une base radar arctique isolée que la plupart des infirmières essayaient d'éviter. La raison officielle était le manque de main-d'œuvre. La vraie raison était enveloppée dans du papier argenté au fond de son sac de voyage. Une simple bague d'anniversaire gravée de 8 petites marques. 8 ans de mariage, 8 hivers, 8 anniversaires manqués à cause des déploiements. Elle avait soigneusement calculé son transfert pour arriver 3 jours avant leur anniversaire. Lui faire une surprise? Préparer quelque chose dans le four de la cantine qui sentait toujours légèrement le diesel et le café réchauffé. Être une épouse pour une fois, et non une infirmière soignant des gelures et des blessures d'entraînement dans un hôpital militaire à des centaines de kilomètres de là. L'avion de transport la déposa juste après l'aube. L'Alaska l'accueillit avec un ciel couleur acier et un vent si vif qu'il transperçait ses couches de vêtements. La base était située dans une vallée, avec une tour radar qui se découpait à l'horizon comme une fine aiguille. Elle descendit de la rampe, ses bottes crissant dans la neige durcie par des semaines de nuit glaciales. Et pendant un instant, elle se contenta de respirer. C'était magnifique. Calme. Trop calme, pensa-t-elle. Mais elle se sourit alors, se reprochant de trop réfléchir. Son mari la trouva devant la remorque des communications, en train de discuter avec un technicien au sujet d'un signal instable. Lorsqu'il se retourna et la vit, son visage s'illumina d'une expression plus douce qu'elle n'avait vue depuis des mois. Il la serra dans ses bras comme si le froid ne pouvait plus l'atteindre. « Tu n'étais pas censé être ici avant la semaine prochaine, lui dit-il dans les cheveux. Elle haussa les épaules. Un miracle administratif. Il rit. Il avait toujours cru au meilleur des systèmes auxquels elle ne faisait plus confiance. Il semblait avoir plus de 40 ans sous la lumière arctique. Il avait les yeux fatigués, responsable de trop de choses à gérer. Cette base n'avait rien de glamour. Elle comptait 27 employés, principalement des opérateurs de signaux et des agents de sécurité. Leur travail consistait à surveiller les radars d'alerte précoce reliés à des réseaux de défense plus vastes. Ce n'était pas assez confidentiel pour se sentir important, mais suffisamment important pour que toute défaillance ait des répercussions. Elle le suivit à travers les couloirs étroits préfabriqués, remarquant par habitude de petits détails. Un boîtier de détecteur de mouvement fissuré près de la clôture nord, une antenne parabolique qui s'ajustait 2 fois avant de se verrouiller, un dépôt de carburant sans garde posté pendant le changement d'équipe. Elle ne dit rien. Elle était là pour faire la fête, pas pour contrôler. Le vent changea de direction vers midi. Elle le sentit avant que quiconque ne le mentionne. Une légère baisse de température et un changement de pression qui rendait l'air plus rare. Dans la cantine, elle se servit un café qui semblait avoir été infusé 3 heures de trop. De l'autre côté de la pièce, 2 soldats discutaient d'un problème technique dans le périmètre de sécurité. « Probablement des animaux sauvages », dit l'un d'eux. « Ça fait toute la semaine que ça se déclenche. » Elle regarda par la petite fenêtre givrée en direction de la crête nord. La neige recouvrait lourdement les arbres. Trop lourde, le genre qui étouffe les sons, le genre qui permet aux choses de bouger sans être entendues. Son mari se pencha par-dessus la table et lui prit la main. « Je suis content que tu sois venu, » dit-il doucement. Elle lui serra la main en retour. « Moi aussi. » Elle faillit lui dire alors qu'elle avait regardé les bulletins météo de manière obsessionnelle avant de se porter volontaire. Elle faillit lui dire qu'elle avait un pressentiment qu'elle ne pouvait pas expliquer.
Au lieu de cela, elle changea de sujet et parla de leur projet pour leur anniversaire. Elle demanda si le four fonctionnait toujours. Il rit et lui promit que oui. La radio dans le coin grésilla une fois, puis se tut. Personne ne le remarqua. La première explosion eut lieu à 13h40. Au début, elle ne fut pas spectaculaire. Juste une profonde secousse qui fit tomber les plateaux des tables et envoya une vibration à travers le sol, comme si quelque chose d'énorme avait frappé la terre. Pendant une demi-seconde, tout le monde se figea. Puis l'alarme retentit. Ce n'était pas une alarme d'entraînement, mais une vraie. Son mari était déjà en mouvement avant que la deuxième explosion ne déchire le périmètre nord. Contact au nord, quelqu'un a crié dans le micro. De la neige et des débris ont été projetés dans la cour. Elle l'a suivi dehors, dans le chaos qui s'installait déjà. Une épaisse colonne de fumée s'élevait à l'endroit où se trouvait auparavant la clôture. Des coups de feu ont retenti depuis la crête au-dessus. Des rafales contrôlées, espacées de manière disciplinée, ni aléatoires ni paniquées. Des soldats professionnels se précipitèrent vers leur position, glissant dans la neige tandis que les balles sifflaient au-dessus de leur tête. Elle en vit deux à terre près de la barrière extérieure, l'un rampant, laissant une fine traînée rouge sur le sol blanc qui semblait trop propre pour être réel. L'impact d'un mortier près du parc automobile enflamma l'un des Humvees. Une fumée noire commença à s'élever dans le ciel pâle. Il coordonnait la retraite vers des positions secondaires lorsque la balle du sniper le toucha. Elle l'entendit avant de comprendre. Un claquement sec, différent des autres. Il a titubé au milieu de son ordre. Les jambes se sont dérobées sous lui comme si quelqu'un avait coupé les ficelles. Elle était déjà en mouvement avant qu'il ne touche le sol. Le sang se répandait rapidement dans la neige sous sa cuisse. La blessure d'entrée était haute, dans la partie supérieure de la jambe. Elle a appuyé fort, ses doigts se trouvant de la source, et a senti la chaleur familière contre ses gants. « Restez avec moi », dit-elle d'une voix calme. Il essaya de parler, mais le vent emporta ses mots. Elle appliqua un garrot haut et serré, le tordit jusqu'à ce que le saignement ralentisse. Elle vérifia le pouls distal. Rien. Elle ne réagit pas. Elle ne se permit pas de « aller chercher une civière », ordonna-t-elle d'une voix assez forte pour couvrir les coups de feu. Un jeune médecin se glissa à côté d'elle, les yeux écarquillés. Elle lui tendit la pince comme si sa mémoire musculaire ne l'avait jamais quittée. « Tenez ça, ne relâchez pas la pression. » Son mari lui saisit la manche. « Tenez bon, murmura-t-il. Même maintenant, c'est ce qui l'inquiétait. » Elle se leva lentement. Le monde se rétrécissait. Le rythme des coupes de feu se transforma en une cadence régulière. 3 pointes de tir principaux sur la crête nord, des champs qui se chevauchaient, une suppression depuis les hauteurs. Celui qui se trouvait là-haut connaissait bien le terrain. Elle regarda vers le conteneur d'armement près du hangar de communication. La base perdait du terrain et les soldats s'étaient coincés derrière des barrières qui ne tiendraient pas éternellement. Les communications étaient déjà brouillées. Elle pouvait entendre les parasites qui s'échappaient des radios ouvertes. Les renforts prendraient du temps qu'ils n'avaient pas. Quelqu'un cria qu'ils devaient se replier vers les structures centrales. Elle secoua la tête sans s'en rendre compte. S'ils s'effondraient vers l'intérieur, les tirs de mortier seraient plus faciles. Les assaillants les poussaient exactement là où ils le voulaient. La neige lui fouettait le visage tandis qu'elle calculait instinctivement la vitesse du vent. 25 km/h, rafale, température en baisse. Elle sentit quelque chose de vieux se réveiller en elle, quelque chose qu'elle avait soigneusement mis de côté il y a 10 ans. Elle détestait que cela lui semble familier. À l'intérieur de l'arsenal, les murs d'acier résonnaient des concussions lointaines. Un fusil partiellement démonté était accroché à un râtelier, un M110 utilisé pour les exercices de surveillance du périmètre. Elle le prit sans cérémonie. Elle vérifia le verrou, vérifia la chambre, remonta les pièces avec des mains efficaces. Un jeune sergent la regardait fixement. « Madame, ce n'est pas l'équipement standard pour le personnel médical. » Elle ne répondit pas. Elle monta la lunette, serra les vis avec une précision rapide et passa le fusil en bandoulière. « Où allez-vous » demanda-t-il. Elle regarda derrière lui vers la crête sud, plus basse que celle du nord, mais offrant un angle étroit. « Je vais vous faire gagner du temps » répondit-elle. Il hésita une seconde avant d'acquiescer. Les tirs à l'extérieur s'intensifièrent. Les impacts de mortier se rapprochaient. La tour radar de la base clignota, puis s'éteignit. La neige et la fumée se confondaient en un rideau gris qui effaçait toute profondeur et toute distance. Elle courut à ras du sol à travers le terrain découvert tandis qu'une escouade tirait pour couvrir sa progression. Les balles sifflaient derrière ses bottes, mais elle ne se retourna pas. La crête sud était recouverte de glace,
l'obligeant à ramper à quatre pattes jusqu'à ce qu'elle trouve une étroite corniche à mi-hauteur. Elle se laissa tomber à plat ventre, dégageant la neige avec son avant-bras, respirant calmement malgré le chaos en contrebas. À travers la lunette, la crête nord apparaissait clairement. Là, le tireur d'élite était partiellement caché derrière des arbres tombés. Elle calcula rapidement la distance, 630 mètres, ajusta en fonction de la dérive du vent et de la densité de l'air froid. Les calculs se succédaient sans effort conscient. Elle expira lentement et sentit le calme d'autrefois s'installer sur ses épaules comme un manteau qu'elle pensait avoir jeté. En dessous d'elle, la base était sur le point de s'effondrer. Un autre obus de mortier frappa près du dépôt de carburant. Les soldats criaient les uns sur les autres, ne sachant pas s'ils devaient avancer ou battre en retraite. Son mari était chargé sur une civière, le visage pâle contre la neige. Elle centra le réticule sur la silhouette du mitrailleur et attendit la pause entre les rafales, qu'elle savait inévitable après une salve. 7 coups, 8 pauses. Elle relâcha la gâchette et appuya. Le fusil crépita à travers la vallée et toute la bataille bascula. Mais elle ne savait pas encore que 40 minutes plus tard, lorsque les hélicoptères de la marine arriveraient et que l'équipe SEAL entrerait dans cette cour gelée, ils ne regarderaient pas les corps sur la crête. Ils la regarderaient en elle. Le premier coup ne résonna pas comme la plupart des gens imaginent le tir d'un sniper. Dans l'air arctique, il résonna de manière aiguë et plate, puis disparut dans le vent comme s'il n'avait jamais existé. À travers la lunette, elle vit le mitrailleur de surveillance sursauter en arrière, la mitrailleuse glissant sur le côté de son support. Pendant une fraction de seconde, rien ne se passa. Le reste des assaillants continuaient à tirer, ignorant que leur point d'ancrage venait de disparaître. Puis le rythme changea. La suppression faiblit. Les rafales perdirent leur synchronisation. La zone de tir se relâcha en contrebas. Les soldats le sentirent avant de le comprendre. Les têtes qui avaient été clouées au béton gelé se relevèrent d'1 centimètre. Quelqu'un cria « Ils sont décalés ». Elle ne sourit pas. Elle ne ressentit pas de triomphe. Elle actionna la culasse et trouva la cible suivante. La deuxième cible était plus bas sur la crête, partiellement dissimulée derrière un rocher et une congère. Le chef de l'équipe de tir a en jugé par les signaux qu'il avait faits avant que le chaos n'engloutisse la structure. Il se leva pour se repositionner, cherchant la source du tir qui venait de briser leur domination. Ce fut son erreur. Elle le guida d'une demi-longueur de corps dans le vent. Ben tint compte de la dérive qui avait augmenté de 3 km par heure depuis le dernier calcul et appuya à nouveau sur la détente. Il s'effondra à mi-chemin, tombant dans la blancheur qui l'engloutit rapidement. En bas, les défenseurs se précipitèrent instinctivement, non pas de manière imprudente, mais avec cette vague silencieuse qui se produit lorsque la pression se relâche et que l'on peut à nouveau respirer. La voix de son mari coupa le brouhaha de la radio, même depuis l'endroit où elle était allongée. Poussé vers l'est, avancé de manière contrôlée. Il continuait à donner des ordres depuis sa civière, obstiné même en saignant à travers la Cambridge. Les attaquants savaient désormais qu'ils étaient traqués. Les tirs se redirigèrent vers la crête sud en arcs dispersés, des suppositions hasardeuses. La neige tourbillonnait autour d'elle, mais pas assez près pour être gênante. Ils avaient une direction générale, pas une précision. Elle se déplaça de 3 mètres le long de la corniche rocheuse, aplatissant sa silhouette et ajustant son angle. Le troisième tir toucha l'opérateur radio, qui venait de s'agenouiller pour ramasser le combiné du chef tombé au combat. Elle regarda le combiné rouler dans la neige, désormais inutile. La coordination s'effondra. Ce qui avait été une attaque synchronisée se transforma en une série de tentatives individuelles de survie, mais ces tentatives pouvaient encore tuer, et l'une d'elles envoya une autre salve qui siffla dangereusement près du bord de la crête. Elle s'ajusta à nouveau. Le froid lui avait engourdi les doigts, mais elle gardait le contrôle sur la gâchette. L'équipe de mortier. Elle les repéra près des arbres inférieurs, essayant de repositionner le tube après avoir perdu leur repère depuis les hauteurs. C'était là la véritable menace. Une seule balle précise au centre de la base suffirait à tout détruire. Elle recalcula l'angle et expira jusqu'à ce que ses poumons se vident et que le monde se réduise à son viseur et à son rythme cardiaque. La balle frappa d'abord le viseur, brisant le verre. L'équipe se dispersa. L'un tomba, l'autre rampait. Elle ne poursuivit pas toutes les ombres. Elle ne choisit que celle qui pouvait changer l'issue. Cette retenue, plus que la précision, était ce qui distinguait les amateurs des professionnels. En dessous d'elle, la base reprenait courage. Les soldats se déplaçaient désormais par paires coordonnées, se couvrant mutuellement, reprenant pied par pied la ligne de clôture. La neige s'épaissit, puis s'éclaircit à nouveau lorsque le vent changea de direction.
Elle tira 2 autres coups mesurés. L'un neutralisa un tireur qui tentait de contourner par l'est, l'autre immobilisa une silhouette qui traînait du matériel vers des véhicules de retraite qu'elle ne pouvait pas encore voir. L'assaut était en train de s'effondrer. On pouvait le sentir à la façon dont les tirs de riposte devenaient sporadiques, réactifs plutôt que délibérés. Elle ne tira plus pendant près de 30 secondes. Ce silence déstabilisa les assaillants plus qu'une nouvelle salve ne l'aurait fait. Ils ne pouvaient pas la prévoir. Ils ne pouvaient pas anticiper son rythme. Et l'imprévisibilité au combat est une arme en soi. En contrebas, une escouade atteignit la barrière extérieure et signala que le périmètre nord était partiellement sécurisé. Quelqu'un cria que l'évacuation médicale était en route. Son mari était chargé, les garrots toujours serrés, le visage pâle, mais les yeux ouverts. Puis la neige cessa de tourbillonner suffisamment longtemps pour qu'elle puisse voir des mouvements se retirer au-delà de la crête. Des véhicules, des transports camouflés dans la neige attendaient de l'autre côté. Les opérateurs restants se retiraient, traînant les blessés, abandonnant l'équipement lourd qu'ils ne pouvaient récupérer sans traverser son champ de vision. Elle en laissa délibérément 2 partir. La panique se propage plus rapidement lorsque les survivants racontent leur histoire. Elle a maintenu sa position pendant 1 minute supplémentaire. Elle a cherché des signes de tromperie, d'appât, de tentatives de contre-snipping. Rien. Le terrain en contrebas s'est stabilisé. Plus de tirs coordonnés. Seuls des moteurs lointains s'estompaient dans la blancheur. Ce n'est qu'alors qu'elle a rangé son fusil. Lorsqu'elle a descendu la crête, les jambes tremblantes à cause du froid et de la chute d'adrénaline, la base semblait plus petite, plus calme. De la fumée s'élevait encore du parc automobile, mais les cris avaient cessé. Les soldats agissaient désormais avec détermination. Triage, renforcement du périmètre, décompte des victimes. Ils la regardaient différemment, non pas avec admiration, mais plutôt avec confusion. Elle remit le fusil à un sergent sans explication et se rendit directement à l'infirmerie où gisait son mari. Les chirurgiens de l'unité médicale de la base s'efforçaient déjà de limiter les dégâts. Mais elle comprit immédiatement la situation. L'artère fémorale était trop gravement endommagée. Les tissus étaient gravement endommagés. Le risque d'engelure s'aggravait. Il survivrait. Mais pas sa jambe. Elle ne le dit pas à voix haute. Elle se contenta d'ajuster les pinces et s'écarta pour qu'ils puissent le charger dans l'hélicoptère. Les hélicoptères arrivèrent comme le tonnerre sur le sol gelé. Gris marine contre un ciel pâle. Les équipes de renfort se déployèrent rapidement et de manière disciplinée à la recherche de menaces qui n'existaient plus. Ils s'attendaient à du chaos. Ils s'attendaient à stabiliser un avant-poste en difficulté. Au lieu de cela, ils virent un périmètre tenu. 7 corps sur la crête, confirmés par les drones de surveillance qu'ils avaient déployés quelques secondes après leur atterrissage. Ils la virent agenouillée dans la neige. Les mains fermes sur la poitrine d'un soldat blessé, nouant des sutures comme si c'était le seul métier qu'elle ait jamais connu. L'un des chefs de l'équipe SEAL s'arrêta net, non pas à cause des morts, mais à cause de sa posture. La façon dont elle se déplaçait entre les blessés avec autorité, sans jamais élever la voix. Elle sentit leur présence avant de les voir. Un poids dans l'air. Le chef s'approcha lentement, son casque sous le bras. Il ne la salua pas comme une infirmière civile. Il ne la salua pas du tout. Il se contenta d'étudier son visage. Elle était plus âgée que dans ses souvenirs, mais ses yeux étaient indéniables. « Ce n'est pas possible », murmura le jeune SEAL à côté de lui. Le plus âgé serra la mâchoire. « C'est bien elle. » Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Elle finit d'enrouler le bandage, donna au médecin des instructions précises pour les soins post-opératoires, puis se leva. Pendant une fraction de seconde, la reconnaissance passa entre eux comme un courant silencieux. Elle ne laissa rien paraître. Pas de salut, pas de reconnaissance au-delà d'un petit signe de tête qui pouvait signifier n'importe quoi. Derrière eux, la civière de son mari était chargée. Son regard fouilla la cour jusqu'à ce qu'il la trouve. Il y avait de la fierté dans ses yeux, de la confusion et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait encore nommer. Il ne voyait pas ce que voyaient les Navy SEALs. Il n'entendait pas le murmure qui parcourait leur rang comme une histoire de fantôme revenue à la vie. L'un d'eux finit par prononcer le nom à voix basse, de sorte que seule leur équipe pouvait l'entendre. « Médecin militaire, si vous aviez été sur cette crête et aviez vu ce qu'elle a fait aujourd'hui, auriez-vous voulu la voir à vos côtés ou auriez-vous eu peur de ce dont elle est capable? Donnez votre avis dans les commentaires, car ce qui va se passer ensuite pourrait changer à jamais votre opinion sur elle. » Les hélicoptères ne se sont pas arrêtés immédiatement. Leurs rotors continuaient à battre l'air glacial en cercles violents pendant que les médecins chargeaient les blessés et que les équipes de sécurité se déployaient pour confirmer que la retraite était bien réelle.
La neige et les débris tourbillonnaient autour des bottes et des fusils. Elle se tenait juste à l'extérieur du poste de secours, les mains dépourvues de gants, ensanglantées, les yeux rougis par le froid et la pression. De l'autre côté de la cour, le chef de l'équipe SEAL, qui l'avait reconnu, parlait doucement dans son micro d'épaule, les yeux rivés sur son visage. Le jeune opérateur à côté de lui ne cessait de jeter des regards vers elle, puis vers la crête, comme s'il essayait de concilier l'image de l'infirmière agenouillée dans la neige avec le schéma de tir précis que ses pieds de drone venaient de confirmer. 7 tirs, 7 neutralisés, tous nets, aucune balle perdue. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas du désespoir. C'était une discipline affinée au fil des ans. Elle fit semblant de ne pas remarquer leur regard scrutateur. Elle se concentra sur l'équipe médicale qui attachait son mari. Le garrot était toujours haut sur sa cuisse, sa mâchoire serrée si fort qu'elle en craquait les mailles. Lorsque la civière passa devant elle, il lui attrapa le poignet. Sa prise était faible, mais déterminée. On a tenu bon. Il ne demanda pas « Est-ce que je vais perdre la vie ?» ni « Est-ce que je vais mourir ?» Juste ça. Elle acquiesça d'un signe de tête. « Tu as tenu bon. » Ce n'était pas tout à fait vrai. C'était elle qui avait tenu bon, mais elle n'allait pas faire cette distinction. Alors que le souffle des rotors faisait vibrer les parois métalliques et que l'air sentait le carburant et l'isolant brûler, il scruta son visage comme s'il voulait lui demander autre chose, quelque chose de plus profond. Mais les sédatifs le tiraient vers le sommeil. Alors que l'hélicoptère décollait, elle le regarda jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une forme sombre se découpant sur le ciel pâle. Ce n'est que lorsqu'il eut disparu qu'elle relâcha légèrement ses épaules. C'est à ce moment-là que le chef de l'équipe SEAL s'approcha d'elle. Il s'arrêta à quelques mètres, son casque sous le bras, la neige s'accumulant le long des coutures de son uniforme. De près, elle pouvait voir qu'il avait lui aussi vieilli. De nouvelles rides au coin de ses yeux, plus de gris dans sa barbe. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici », dit-il d'un ton neutre. Pas de grade, pas de titre, juste le poids d'une histoire commune qui pesait entre les mots. Elle ne répondit pas immédiatement. Autour d'eux, les soldats déplaçaient des débris et vérifiaient leur équipement, faisant semblant de ne pas écouter. « Je ne m'attendais pas à être ici », répondit-elle enfin. Sa voix ne trahissait aucune excuse. Le plus jeune des soldats s'approcha, sa curiosité à peine contenue. « Tu as été déclaré. » Le chef l'interrompit d'un regard si perçant qu'il aurait pu faire couler le sang. « Nous n'avons pas besoin de cette conversation ici. » Le vent changea à nouveau de direction, plus froid maintenant que l'adrénaline s'était dissipée. Elle croisa les bras, moins par défensive que par réflexe musculaire pour conserver la chaleur. « Tu as reçu mon message ?» demanda-t-elle doucement. Il fronça les sourcils. « Message. » Elle inclina la tête vers la crête. « J'en ai laissé 2 en vie. » Ses yeux clignèrent, signe qu'il comprenait. Elle avait donc pensé au-delà de la survie, au-delà de la défense. Elle avait pensé de manière stratégique. Ils s'éloignèrent de quelques pas de la cour principale pour se diriger vers l'ombre de la remorque de communication, où des panneaux cassés pendaient comme de la peau déchirée. Le jeune phoque resta en retrait, faisant semblant de faire l'inventaire du matériel, mais tendant clairement l'oreille pour écouter. « Tu n'étais plus censé exister, » murmura le chef. « C'était le but, » répondit-elle. « Tu as marché, » insista-t-il. « On ne marche pas comme ça. » Elle serra les mâchoires. « Je l'ai fait. » Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le passé planait entre eux comme du givre. La chaleur du désert, les coups de feu sous les tempêtes de sable, les tables d'opération dans des complexes à moitié éclairés. « Tu tires toujours de la même façon, » dit-il finalement. « Ce n'est pas de l'admiration, c'est une observation. » Elle soutint son regard sans broncher. « Je ne tire que lorsque je n'ai pas le choix. » Un petit mensonge. Elle avait su dès qu'elle avait gravi cette crête qu'elle tirerait pour tuer, et elle n'avait pas hésité. Derrière eux, le personnel de la base s'était rassemblé autour d'une tablette connectée à un drone, visionnant les images filmées depuis les airs. Des murmures parcoururent les rangs. Quelqu'un fit un zoom sur sa silhouette sur la crête sud, l'angle de sa position couchée, la stabilité de ses mouvements. Le plus jeune des Navy SEALs marmonna quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Elle l'entendit. Elle entendait toujours tout. « Ils vont commencer à poser des questions, » prévint le chef. « Ils n'obtiendront pas de réponse, » répondit-elle. « Tu penses que c'est encore toi qui décides ?» demanda-t-il. Elle regarda derrière lui, vers la route de la vallée où les assaillants s'étaient retirés. « Ça a toujours été moi. » Il l'étudia plus longtemps qu'il n'était confortable, puis hocha la tête une fois, comme pour confirmer quelque chose que lui seul comprenait. « Il t'appelait Iron Medic, » dit-il doucement,
testant le nom à voix haute. Elle ne réagit pas extérieurement, mais quelque chose clignota derrière ses yeux. « Ce nom est mort, dit-elle. Il faillit sourire. Les noms comme celui-là ne meurent pas. Un jeune caporal s'approcha avec hésitation. « Madame, monsieur, le commandement veut un rapport complet de la part de celui qui a tiré les coups de surveillance. » Le regard du caporal se posa sur son fusil, toujours appuyé contre le conteneur de l'armurerie. Le chef répondit avant qu'elle n'ait pu le faire. « Nous nous en occuperons, » dit le caporal en hochant la tête avant de se retirer. Elle expira lentement. « Si cela remonte la chaîne hiérarchique comme tu le penses, ils creuseront, dit-il. Ils creusent toujours. » Elle jeta un coup d'œil vers le poste de secours où le sang maculait encore la neige. « Qu'ils creusent. » Il baissa encore la voix. « Votre mari n'est pas au courant. Ce n'était pas une question. »« Non, répondit-elle. Il sait que je suis infirmière. » Le chef scruta à nouveau son visage. Il mérite de connaître la vérité. Elle pinça les lèvres. Il mérite la paix. Cela mit fin à la conversation pour l'instant. Le plus jeune ne put se retenir plus longtemps. Il s'avança. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, cette série de meurtres sur la Crète correspondait exactement au schéma type de la guerre du Golfe. Ce n'était pas le fruit du hasard. » Elle se tourna vers lui pour la première fois. Il se sentit comme sous les projecteurs. « Vous avez été formé par quelqu'un qui privilégiait la patience à la rapidité, » dit-elle calmement. Il cligna des yeux, surpris. « Comment le savez-vous » Elle pencha la tête. « Votre discipline au déclenchement. Vous changez de position avant de parler. » Le chef faillit éclater de rire. Elle n'a pas perdu la main. Le jeune homme déglutit péniblement. « Madame, est-il vrai que vous avez mené des opérations chirurgicales sous le couvert de tireurs d'élite ?» Le silence s'installa à nouveau, comme la neige. Elle aurait pu le nier, elle aurait pu balayer la question d'un revers de main. Au lieu de cela, elle ne dit rien, ce qui était une réponse suffisante. Le commandement les appela dans la remorque endommagée pour un rapport préliminaire. Le commandant de la base, pâle et secoué mais debout, écouta le chef des SEAL résumer les points de neutralisation et confirmer la mort de 7 opérateurs ennemis. L'équipement avait été récupéré, 2 corps capturés intacts pour le renseignement. Lorsqu'il arriva à la section sud de la Crète, il marqua une pause délibérée. Un agent hors liste a pris en charge la surveillance et perturbé la structure de commandement, dit-il prudemment. Le commandant avait l'air confus. Un agent? Le chef ne la regarda pas. Temporaire, le regard du commandant se posa lentement sur elle. Elle le soutint sans broncher. « Vous avez sauvé cette base, » dit-il, essayant toujours de comprendre. Elle secoua la tête. « Nous avons tenu bon ensemble. » Cette humilité ne fit que renforcer les soupçons. À l'extérieur, le jeune SEAL consulta les informations satellites, confirmant que les attaquants étaient liés à des agents de reconnaissance étrangers qui sondaient les installations de défense de l'Arctique. Ce n'était pas le fruit du hasard. Tout avait été calculé. Cette prise de conscience se répercuta dans le commandement. « Il nous testait », murmura quelqu'un. Elle l'avait compris dès le premier changement de tendance. Le chef se pencha vers elle alors que la pièce bourdonnait d'une nouvelle urgence. « Ce ne sera pas la dernière fois, » dit-il. Elle acquiesça légèrement. « Non. » Ces mots suivants furent si discrets qu'elle fut la seule à les entendre. « Vous pourriez revenir officiellement. Nous pourrions vous utiliser. » Elle l'interrompit doucement. « Je n'ai pas pris ce fusil pour revenir. » Il chercha une hésitation sur son visage, mais n'en trouva aucune. Alors que le crépuscule commençait à tomber sur la vallée, les hélicoptères revinrent avec des nouvelles de l'hôpital régional. Son mari était stable. L'opération était en cours. Amputation probable sous le genou. Elle ferma les yeux pendant une demi-seconde, laissant cette réalité s'installer sans perdre son sang-froid. Quand elle les rouvrit, l'équipe SEAL se préparait à partir. Le plus jeune opérateur s'attarda, la regardant toujours comme si elle était un personnage légendaire dont il n'avait entendu parler que dans les récits d'entraînement. Le chef s'approcha une dernière fois. « Ils vont demander confirmation », prévint-il à propos d'Iron Medic. Elle soutint son regard calmement. « Alors dites-leur qu'elle est restée morte. » Il hésita. Pour la première fois depuis l'atterrissage, l'incertitude traversa son visage. « Et si elle ne le faisait pas » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Car à ce moment précis, l'un des drones capturés détecta une nouvelle signature thermique se formant sur la crête lointaine. Et la bataille qu'il pensait terminée n'était peut-être pas terminée du tout. La signature thermique clignota une fois sur la tablette du drone, puis se précisa en 3 formes distinctes, se déplaçant le long de la crête lointaine, sans battre en retraite, se regroupant. La base s'était détendue trop rapidement. Elle le vit dans la posture des gardes du périmètre, dans la façon dont les fusils s'étaient abaissés d'1 pouce. Le chef de l'équipe SEAL le vit aussi. Ils ont laissé un élément à l'arrière, marmonna-t-il. Le jeune opérateur jura entre ses dents.
Si ces trois-là parvenaient à se mettre en position de tir, alors que la base était en partie en cours de réinitialisation, la deuxième vague serait pire que la première. La neige se remettait à tomber, le vent faiblissant juste assez pour que le son porte clairement. Elle n'attendit pas d'ordre officiel. Elle ramassa le fusil qu'elle avait appuyé contre le conteneur et se remit en marche vers le versant sud. Le chef des SEAL la suivit sans discuter cette fois-ci. Elle ne courut pas. Courir gaspillait de l'oxygène dans l'air froid. Elle gravit la crête à pas mesurés, ses bottes s'enfonçant dans la neige croûtée, sa respiration lente et contrôlée. En contrebas, les SEALs se repositionnaient silencieusement, leur mouvement plus précis maintenant qu'ils comprenaient le schéma. À travers la lunette, elle localisa plus clairement les trois signatures thermiques. L'un était allongé, un autre scrutait les environs avec des jumelles, et le troisième était accroupi près d'un objet métallique, probablement un lanceur compact. Ils étaient prudents cette fois-ci. Ils savaient que quelqu'un les avait observés plus tôt. Elle ajusta soigneusement l'élévation, tenant compte de la légère augmentation de température due au souffle des rotors qui persistait dans la vallée. Le vent s'était calmé. Cela signifiait moins de dérives, mais aussi moins de bruit masquant. Le premier des trois leva légèrement la tête, sentant peut-être le silence. Elle centra le réticule sur la partie supérieure de sa cage thoracique et appuya sur la détente. Le recul lui sembla moins important cette fois-ci, presque lointain. Il tomba sans un bruit. Le deuxième opérateur roula instinctivement sur lui-même, scrutant désespérément la crête sud. Trop tard. Elle corrigea son tir de 5 cm et tira à nouveau. Il s'effondra à mi-chemin, levant son fusil. Le troisième se figea, comprenant trop lentement. Il attrapa le lance-roquette et tenta de pivoter vers le bas de la pente. Oh! Abandonnant sa position, elle hésita pendant une fraction de seconde. Une partie d'elle, celle qu'elle avait passé 10 ans à cultiver, lui murmura que 2 suffisaient. Mais elle vit l'angle auquel il visait le poste de secours, vers les hommes qui bandaient encore leurs blessures. Elle tira une fois de plus. Le silence s'installa. La vallée retint son souffle. Pas de riposte, pas de bruit de moteur, juste le bruit du vent qui soufflait à travers les pins. Elle resta allongée pendant 30 secondes, à l'affût d'un signe de trahison. Rien ne bougeait. Le chef des SEAL baissa ses jumelles à côté d'elle. « C'est bon, dit-il doucement. Cette fois, elle le crut. Lorsqu'elle se releva, ses genoux lui semblaient plus lourds que jamais. L'adrénaline s'estompait, laissant place au poids de ce qu'elle venait de faire. De retour à la Bastier, l'atmosphère était passée de la panique à la révérence. La nouvelle qu'un deuxième élément avait été neutralisé avant de pouvoir reprendre le combat s'était rapidement répandue. Les soldats la regardaient différemment désormais, non plus avec confusion, mais avec la reconnaissance que quelque chose d'extraordinaire s'était interposé entre eux et la défaite. Le chef de l'équipe SEAL rassembla ses opérateurs près de l'hélicoptère de transport, donnant des ordres concis pour l'extraction et la collecte de renseignements. Avant d'embarquer, il s'approcha d'elle une dernière fois. « Vous savez qu'ils vont la prendre, dit-il. Elle acquiesça. « Qu'ils la prennent. » Il l'observa attentivement. « Vous ne fuyez plus. » Elle ne répondit pas directement. « Je reste, dit-elle à la place. » L'hôpital appela juste avant le crépuscule. L'opération était terminée. L'amputation sous le genou était confirmée. Les signes vitaux étaient stables. Elle écouta sans broncher, posant les bonnes questions médicales sur le ton approprié. Lorsqu'elle raccrocha, elle resta seule un instant derrière la remorque de communication, la neige tourbillonnant légèrement autour de ses bottes. 8 ans de mariage, 10 ans de silence, et maintenant les 2 moitiés de sa vie s'étaient percutées dans une vallée blanche. Elle repensa au nom murmuré plus tôt, Iron Medic. Elle ne l'avait pas entendu depuis une décennie. Elle s'était presque convaincue qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, elle avait la preuve que certaines parties de soi ne disparaissent pas simplement parce qu'on cesse de prononcer leur nom. 3 jours plus tard, elle entra dans la chambre de l'hôpital militaire où son mari était allongé, adossé à des draps blancs immaculés. Son visage était pâle mais serein. La couverture qui recouvrait le bas de son corps formait une silhouette qui s'arrêtait trop tôt. Il la regardait avec un mélange de fierté et de questions qu'il ne savait pas comment poser. « Ils m'ont dit, » dit-il doucement. Elle approcha une chaise du lit. « À propos de la jambe, » dit-il en secouant la tête. « À propos de toi. » Le silence s'installa entre eux. Pas hostile, juste pesant. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il enfin. Elle soutint son regard. « Parce que je ne voulais plus être cette personne. » Il l'étudia comme s'il voyait les couches se décoller. « Tu es toujours toi, » dit-il lentement. « L'infirmière, la femme, celle qui m'a surpris avec un mauvais gâteau. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Et l'autre partie ?» demanda-t-elle. Il lui prit la main.
Cette partie nous a sauvés. Quelques semaines plus tard, il commencerait sa rééducation avec une prothèse en fibre de carbone. Quelques semaines plus tard, des rumeurs circuleraient discrètement dans certains cercles au sujet d'une infirmière en Alaska qui avait déjoué une attaque coordonnée avec une précision digne d'un manuel. Elle retourna à son unité sans cérémonie. Pas de médaille, pas de reconnaissance publique, juste un nom de plus sur un tableau de rotation. Mais lorsque les jeunes infirmières la regardaient avec des questions qu'ils n'osaient pas poser, elle ne détournait plus le regard. Elle ne cachait pas ce qu'elle avait été, elle avait simplement choisi comment l'utiliser. Si cette histoire vous a rappelé que les personnes discrètes ont souvent un passé lourd et que la force ne se manifeste pas toujours de manière bruyante, assurez-vous d'être abonné, car la prochaine histoire qui vous attend sur votre écran pourrait révéler une autre légende cachée à la vue de tous.